Bonjour à tout le monde et bienvenue dans la suite du chapitre numéro 2, le son et l'immunité. Aujourd'hui, on va traiter l'une des fonctions du son après avoir son composé lors de la séance, la dernière séance. Alors, nous allons traiter l'une des fonctions principales du son, c'est l'hémostase. C'est quoi l'hémostase? C'est l'ensemble des mécanismes naturels qui permet l'arrêt d'une hémorragie. C'est un phénomène complexe qui se déroule en plusieurs étapes. Alors, lors d'une lésion vasculaire, nous avons la formation de l'hémorragie. Et pour arrêter l'hémorragie, nous avons les processus ou bien les mécanismes de l'hémostase qui vient de s'installer. L'hémostase qui se déroule en trois étapes majeures. La première, c'est l'hémostase primaire, ensuite l'hémostase secondaire et finalement la fibrinolyse. L'hémostase primaire a pour objectif, qui se déroule en deux étapes et qui a pour objectif l'arrêt de d'écoulement des petites, dans l'écoulement du sang bien sûr, dans les petits vaisseaux et ralentissait l'écoulement dans les grands vaisseaux. Par contre, l'hémostase secondaire, qui a pour objectif, c'est d'arrêter définitivement l'écoulement sanguin via la formation des caillots sanguins. Et enfin, quand l'hémorragie s'arrête, nous avons un rétablissement de la circulation sanguine par les mécanismes de la fibrinolyse. Alors, on va maintenant décortiquer les différentes étapes de l'hémostase. On commence par l'hémostase primaire. Nous avons dit que l'hémostase primaire se déroule en deux étapes. La première, c'est la formation d'un spasme vasculaire qui consiste à la contraction des muscles lisses au niveau des vaisseaux qui va provoquer une vasoconstriction. Ensuite, nous avons la formation des clous, les clous plaquettaires. Ces clous plaquettaires, c'est-à-dire les plaquettes qui s'agglutinent à la paroi des vaisseaux pour former une fine membrane qui s'appelle clou plaquettaire ou bien thrombus pour arrêter instantanément l'écoulement du sang. Dans l'étape suivante, qui entre dans l'hémostase secondaire, on constate la formation des filaments d'éphébrine, qui vont emprisonner les globules rouges, les plaquettes et les globules blancs pour former un maillage serré beaucoup plus résistant. Alors, cette étape nécessite l'intervention des facteurs de coagulation pour que les filaments de fibrine se polymérisent et se cristallisent pour former les caillots sanguins. Alors, ces facteurs de coagulation, comme leur nom indique, sont des molécules impliquées dans la coagulation du sang. La plupart de ces facteurs sont produits au niveau du foie et pour certains, leur production est indépendante à la vitamine K. Ceci peut expliquer les désordres hémorragiques chez les patients atteints d'une insuffisance hépatocellulaire. De même, les déficits en vitamine K pourront influencer la synthèse des facteurs de coagulation, la vitamine K dépendant, et donc la coagulation du sang. En grosso modo, nous avons 13 facteurs de coagulation. La principale, c'est la fibrinogène, ou bien qui donne la fibrine, c'est-à-dire la fibrine, c'est la forme active de la fibrinogène.
il est synthétisé au niveau de la voie et les plaquettes. Sa fonction, c'est la formation des cailloux. Alors, les autres facteurs de 2 vers 13 jouent un rôle primordial lors du cascade d'activation de la fibrinogène en fébrine, c'est-à-dire la transformation de la fibrinogène en fébrine. La plupart de ces facteurs sont synthétisés au niveau du foie. Par contre, les autres sont formés au niveau du plasma, la moelle osseuse ou bien les plaquettes. Alors, la cascade d'activation des facteurs de coagulation, nous avons toute une série de réactions qui vont activer ou bien transformer la fibrinogène en fébrine. Cette activation se déroule soit par la voie exogène ou bien par la voie endogène. Les deux voies nécessitent la présence du calcium. Alors, on commence par la voie endogène. La voie endogène qui sollicite les facteurs de coagulation qui sont dissous dans le sang. La voie endogène est la voie la moins importante en cas de déficit de ces facteurs, c'est-à-dire les facteurs 13 et 9. Il n'y aura pas un syndrome hémorragique grave, c'est-à-dire cette voie, elle est peu importe. Par contre, la voie exogène est la voie la plus importante dans l'initiation de la coagulation. Son rôle principal est de générer très rapidement une grande quantité de la thrombine. Les facteurs tissulaires provenant de tissus endommagés, les facteurs numéro 7 activés, ils sont activés, les facteurs numéro 10. Alors, les deux voies, soit la voie endogène ou bien la voie exogène, ils vont activer la voie 10, le facteur 10, qui va activer par une série de réactions la thrombine qui va activer par la suite la fébrine, c'est-à-dire elle permet la transformation de la fibrinogène en fébrine, c'est-à-dire elle va activer la fibrinogène par la fébrine. Cette voie est appelée la voie commune. Voilà, c'est la voie commune. Alors, maintenant, on va établir le lien entre l'hémostase primaire et l'hémostase secondaire. Nous avons dit que lors de l'hémostase primaire, nous avons la formation des clous plaquettaires, c'est-à-dire nous avons la formation d'une agrégation plaquettaire réversible, c'est-à-dire elle peut se dissocier facilement. Par contre, dans l'hémostase secondaire, nous avons la formation de la fibrine. La fibrine via un cascade d'activation, soit par la voie endogène ou bien la voie exogène qui vont former la thrombine qui va activer la fibrinogène en fébrine. Cette fébrine qui va s'installer, qui va emprisonner, c'est-à-dire qui va former une grille ou bien un réseau de mailles au niveau de la lésure pour empêcher la dissolution des clous plaquettaires et c'est-à-dire l'agrégation des plaquettes. Cette agrégation qui va former des cailloux sanguins qui sont des cailloux irréversibles, c'est-à-dire ils ne sont pas dissociables, ils sont insolubles. Maintenant, et par cette étape, c'est-à-dire la formation des cailloux,
quand l'hémorragie s'arrête, le corps il doit retourner à l'équilibre et pour ceci nous avons la dernière étape qui va entrer en jeu, c'est la fibrinolyse. La fibrinolyse consiste à la dégradation de la fibrine. La fibrine que nous avons dit qu'il forme un réseau de mailles. Alors, pour que la dissolution de ces cailloux se fait, il faut l'hydrolyse de la fibrine se fait par un facteur qui s'appelle la plasmine. La plasmine. Alors, la coagulation, le processus de la coagulation forme ou bien nécessite la thrombine pour former la fibrine, c'est-à-dire pour la polymérisation de la fibrine. Et par contre, c'est-à-dire à l'inverse, la fibrinolyse nécessite la plasmine pour l'hydrolyse de la fibrine. Et maintenant, nous allons arrêter le cours d'aujourd'hui et on continuera dans la vidéo prochaine. Inch'Allah.